Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur internet. Aujourd'hui, on va corriger cet exercice que tu vois à l'écran, qui est de niveau, on va dire, Bac plus 1, donc pour des L1, MPSI, MP2I, PCSI, aussi, ça c'est faisable aussi. Cet exercice, tu le vois, on va montrer que R privé de Q est dense dans R. C'est à mi-chemin entre de l'analyse, de la topologie, bon. On va définir tout ça rigoureusement en utilisant évidemment ce que tu connais dans ton cours. Alors, qu'est-ce qu'on connaît déjà comme résultat, a priori dans ton cours aussi, assez célèbre même, un résultat assez célèbre sur la densité, c'est que Q est dense dans R, l'ensemble des rationnels est dense dans R, ça on le sait. Ici on doit montrer que l'ensemble des irrationnels est dense dans R. Est-ce que ça va nous servir, le fait de savoir que Q est dense dans R? La réponse est non. Pourquoi? Il n'y a aucune propriété a priori qui nous dit que si A est dense dans R et que B c'est le complémentaire de A, alors B est dense dans R aussi. Il n'y a aucun résultat de ce type. Donc ici ça va pas forcément nous servir. D'ailleurs, de manière générale, ce sera faux, puisque si je prends R il est dense dans R lui-même, évidemment. Son complémentaire, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide, il est pas dense dans R du tout. C'est peut-être l'ensemble même le moins dense dans R, même si ça n'a pas de sens de dire moins dense, plus dense, mais bon. On a compris que l'ensemble vide, ça marcherait pas. Donc va falloir partir de rien, finalement. Ici, on va tout démontrer en repartant de zéro, en repartant des définitions. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà, montrer que R privé de Q est dense dans R? Déjà, la définition de ce qu'on nous demande, on va traduire ça mathématiquement avec des symboles mathématiques. On nous demande en réalité de montrer que R privé de Q, barre, donc la barre c'est l'adhérence, faut faire gaffe parce qu'il y a plusieurs types de barres, c'est l'adhérence, donc l'ensemble des limites de suite de R privé de Q, d'éléments de R privé de Q, montrer que ce truc-là est égal à R. Voilà la définition que je vais utiliser ici. Il y a plusieurs définitions, il y en a une autre qui nous dit on va juste montrer l'inclusion R inclus dans R privé de Q bar. Ok, effectivement on pourrait, si on suppose effectivement que R privé de Q est déjà une partie de R, il n'y a pas besoin de le supposer, R privé de Q est évidemment une partie de R, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, on va démontrer ceci. Si ça te choque, si t'as pas la même définition dans ton cours, c'est pas gênant parce que tu vas voir, il y a un truc qui se simplifie directement. C'est une égalité, déjà c'est une double inclusion, et cette inclusion-là, elle est triviale. On n'a pas besoin de la démontrer. Pourquoi? Tout simplement parce que R privé de Q, évidemment, c'est inclus dans R, et en fait, on prend l'adhérence dans R. Donc on prend l'ensemble des éléments de R, qui sont des limites de suite de R privé de Q. Donc par définition de ce qu'est cette adhérence, évidemment, cette inclusion-là en rouge est vérifiée. Bah non, ce qu'on va devoir montrer, évidemment, c'est l'inclusion réciproque, c'est celle-ci qui est intéressante. Donc montrer que R est inclus dans l'adhérence de R privé de Q. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on doit montrer ce truc-là? Une inclusion, ce sera toujours dans la même rédaction, ce sera grosso modo toujours la même chose. Pour montrer une inclusion, on va fixer un élément dans le premier ensemble et montrer qu'il appartient au deuxième. Donc ici, on va fixer un élément dans R. Donc soit X appartenant à R, montrons que ce X appartient à l'adhérence de R privé de Q. Voilà ce qu'on doit faire. Après, on va détailler un peu, mais déjà, dans un premier temps, voilà comment on traduit l'énoncé. Ok, c'est quoi l'adhérence? C'est quoi l'adhérence de R privé de Q? Je l'ai dit, c'est l'ensemble des limites de suite d'éléments de R privé de Q. Il y a d'autres façons de le définir, en réalité, l'adhérence. Il y a plein de définitions possibles, ça c'est la caractérisation séquentielle, on va dire, de l'adhérence. Une autre façon de le dire, ce serait l'ensemble des éléments arbitrairement proches d'éléments de R privé de Q. Voilà ce qu'on pourrait dire aussi. C'est-à-dire que si je prends un élément de R privé de Q, je peux, un élément de R, pardon, je peux lui trouver un élément dans R privé de Q infiniment proche de cet élément. Réciproquement, bien évidemment, la réciproque est vraie, mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est de prendre, effectivement, de montrer que si je prends un élément de R, je vais pouvoir trouver, effectivement, un autre élément dans R privé de Q qui lui sera arbitrairement proche. Voilà ce qu'on va en fait plutôt utiliser. Alors on va l'écrire mathématiquement, on va l'écrire très rigoureusement, très formellement, mais ce qu'on doit montrer, c'est que pour tout epsilon strictement positif, il va exister un élément donc de R privé de Q,
qui est infiniment proche de x, arbitrairement proche de x, je devrais dire plutôt. Donc évidemment, ce côté arbitraire, il est défini par epsilon. Donc tel que valeur absolue de x moins a est inférieur ou égal à epsilon. Voilà la définition. Évidemment, on doit montrer ce truc-là, donc on doit montrer un pour tout. Donc ça, c'est toujours montrons que. Montrons que, donc, soit epsilon strictement positif, donc je vais le fixer, soit epsilon strictement positif. Montrons que il existe un A appartenant à R' de Q, tel que valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à epsilon. Bon, il va falloir le trouver. Alors, je te propose dans un premier temps de repérer que notre x appartenant à R, on a deux cas. On a un cas évident, trivial, qui demande aucun effort, et un cas qui va demander plus d'efforts. Pourquoi? Eh ben, le premier cas qu'on va traiter, c'est le cas où x est irrationnel. Le cas où x appartient déjà à R' de Q. Et oui, il faut trouver un élément de R' de Q arbitrairement proche de x, dans R' de Q. Bah, x lui-même. X est arbitrairement proche de x lui-même, tout élément est arbitrairement proche de lui-même. Donc évidemment, ici, on va prendre a égale x. Ça, c'est trivial, on vérifie que ça marche ici dans notre inégalité. Si je prends x égale a, x moins x ou a moins a, ça fait 0. 0 est bien plus petit que n'importe quel epsilon strictement positif. Ça marche, pas besoin de détails. Le cas évidemment plus dur, ce sera x appartient à q, un x rationnel. Ce sera plus compliqué, mais c'est faisable, on va y arriver. Pour trouver cet élément, moi je te propose de partir d'une suite. On va trouver un élément arbitrairement proche de x, on va le générer, cet élément a, ce nombre a, on va le générer à partir d'une suite. Pourquoi on fait ça à partir de suite? Tout simplement parce qu'une suite, on va lui donner les propriétés qu'il faut, mais une suite, déjà, ça génère une infinité d'éléments. Si on trouve des propriétés intéressantes sur ces éléments, eh ben, on va pouvoir générer un élément qui nous intéresse. Évidemment, une propriété sur cette suite qui va nous intéresser, ça va être une suite, non seulement une suite d'irrationnels, de manière à ce que tous les éléments générés soient des irrationnels, nous c'est ce qu'on cherche, on cherche un élément, pour rappel, qui est irrationnel. Donc il nous faut une suite d'irrationnels, et évidemment, qui va converger vers x, pour avoir, au bout d'un moment, un élément qui sera suffisamment proche de x, pour dire que, effectivement, ça y est, on a trouvé notre élément qui est assez proche de x par rapport à epsilon. Donc, on va poser en fait une suite d'irrationnels qui convergent vers x. Alors, est-ce que tu peux m'en trouver une? Il y en a plein, hein, mais une très simple. On va prendre un qui est égal à x plus quelque chose, et ce quelque chose, il doit converger vers 0, de manière à ce que toute la suite converge vers x, et ça doit être des irrationnels. Moi, je propose un truc très simple, 1 sur n fois un truc dont on sait à coup sûr qu'il est irrationnel, c'est racine de 2. Et ça, on sait le démontrer très facilement. C'est un truc niveau seconde, ça. Montrer que racine de 2 est irrationnel, c'est une petite démo par l'absurde. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de montrer que tout ça, ça converge vers x, là, notre suite un? Non, il n'y a pas besoin, d'accord? Ça converge vers 0, évidemment, donc notre suite converge vers x. Pas besoin de le montrer. Montrer que c'est irrationnel, ça demande peut-être un peu plus de travail, on va le faire très rapidement. On va faire une petite démonstration par l'absurde, puisque montrer qu'un truc est irrationnel, très souvent, c'est une démo par l'absurde. Hein. Supposons, on va le faire en rouge, supposons, je vais pas l'écrire, mais je vais pas écrire le mot supposons, mais supposons que un s'écrit sous la forme P sur Q. Où P et Q sont des entiers strictement positifs, puisqu'évidemment ça c'est strictement positif, des entiers premiers entre eux, pourquoi pas, je sais pas si ça va nous servir, mais on sait jamais. Voilà, on pose ce truc-là. On va en déduire une contradiction. Alors, x plus 1 sur n racine de 2, ça c'est un, hein. j'ai juste remplacé, va être égal à p sur q. Ok, pour l'instant j'ai rien fait, j'ai juste remplacé un. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Faut aboutir à une contradiction, donc faut aboutir à un truc a priori de la forme un truc irrationnel est égal à un rationnel. Très souvent ça va être ça. Donc, un truc dont on sait qu'il est irrationnel, c'est racine de 2. Donc ce qui serait bien, ce serait d'isoler le racine de 2. Ah bah, c'est parti, on va passer le x de l'autre côté. Voilà, je l'écris, hein, 1 sur n racine de 2 égale p sur q moins x. Ok, et je multiplie tout par n, ça fait racine de 2 est égal à n p sur q moins x.
Et là, ça y est, c'est fini. On a notre contradiction. X, il appartient à Q, d'accord, par hypothèse, d'accord, on est dans le cas où X appartient à Q. P sur Q, par définition, ça appartient à Q, et N, c'est un entier, et les entiers sont des rationnels. Tout appartient à Q, une somme, une différence de trucs qui appartiennent à Q, ça appartient à Q, un produit de trucs qui appartient à Q, ça appartient à Q, donc tout ça, ça appartient à Q, donc on vient de montrer ici que racine de 2 appartient à Q. Et évidemment, c'est une contradiction, donc on a une absurdité, donc bien sûr, UN est irrationnel, on a supposé qu'UN était rationnel, et on vient de montrer le contraire. Donc c'est absurde, UN est bien irrationnel. Donc UN, c'est bien une suite d'irrationnels qui convergent vers X. On va donc pouvoir trouver un élément arbitrairement proche de X, il va falloir le trouver, hein, ce X, en fonction de ce epsilon qu'on a déjà fixé. Alors, c'est parti, j'ai envie de dire. Hein. Déjà, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut simplifier? Donc quand on va écrire, nous, ce qu'on cherche, c'est notre A, donc on va remplacer le A par UN dans un premier temps, et évidemment, notre UN va générer un A. Alors, on a dit que, qu'est-ce qu'on peut dire? UN, en fait, c'est X plus 1 sur N racine de 2, donc peut-être qu'on peut simplifier des choses, et bon, il se trouve en fait que oui. X moins, donc X, le moins se distribue directement, hein, je le fais directement, X moins 1 sur N racine de 2, tac, ok, X moins X ça fait 0, il reste valeur absolue de moins 1 sur N racine de 2, bon, ça c'est positif, le moins rend le truc négatif, ok, donc on enlève le moins, ça donne juste 1 sur N racine de 2. Est-ce que jusque-là on est d'accord? Pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose de très difficile, j'ai juste remplacé UN par sa valeur et on a simplifié les valeurs absolues, d'accord? Ça va nous servir évidemment parce que nous, ce qu'on va chercher en fait, c'est pour quelle valeur de N on a l'inégalité simplement, X moins UN inférieur ou égal à epsilon. On cherche ce truc-là. On cherche une valeur de N pour générer un élément. C'est une petite inéquation à résoudre. Hein. Là, il n'y a rien de compliqué. En tout cas, dans le raisonnement. Une équation à résoudre, c'est parti. X, valeur absolue de X moins UN, on a dit c'était 1 sur N racine de 2 plus petit que epsilon. On cherche à isoler N. Donc évidemment, on va tout multiplier par N. Ça fait racine de 2 inférieur ou égal à N epsilon, je divise tout par epsilon, j'ai le droit de le faire parce qu'epsilon est strictement positif, hein, ça on l'a dit ici. Ce qui nous donne donc, si je divise tout par epsilon, le sens de l'inégalité, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais le sens des inégalités ne change pas parce que je fais que des trucs positifs, d'accord, je multiplie par n, n est positif, strictement, je divise par epsilon qui est strictement positif aussi, donc les inégalités ne changent pas. Hein. Donc on va avoir du racine de 2 en divisant par epsilon, sur epsilon, qui est plus petit que n. Et voilà, on a résolu notre inéquation. Il faut donc prendre un n, qui est plus grand que racine de 2 sur epsilon. Donc tous les n plus grands vont bien fonctionner. Il suffit d'en prendre un. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors, n doit être entier, hein, puisque là on travaille avec des suites. Les indices des suites sont entiers. Il faut prendre un truc entier qui est plus grand que ça. Bon, il y a plusieurs possibilités. Il y a la solution partie entière supérieure. Hop. Ça, malheureusement, c'est pas un truc qu'on fait toujours, enfin c'est pas toujours dans les programmes, partie entière, je sais pas pourquoi d'ailleurs, partie entière supérieure n'est pas toujours dans tous les programmes. Donc le truc qui est toujours au programme, ça c'est une certitude, c'est la partie entière inférieure, hein, la partie entière par défaut. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici, donc on va prendre plutôt la partie entière par défaut, racine de 2 sur epsilon, sauf que ça on n'est pas forcément sûr que ce soit plus grand, donc on va rajouter 1. On va rajouter 1, comme ça on est sûr que c'est plus grand. Alors, faut faire gaffe, hein. Ça et ça, c'est pas totalement la même chose dans le cas où racine de 2 sur epsilon est un entier. Si racine de 2 sur epsilon est un entier, en fait, le truc d'en bas va être plus grand, va être une unité plus grande que le truc d'en haut. En général, ce sera le cas, sauf quand ce qui est à l'intérieur est un entier. Donc, bon, on va en choisir un des deux. Moi, je propose partie entière inférieure plus 1, je propose ce truc-là. Ça marche, c'est bien un entier, qui est plus grand que racine de 2 sur epsilon. Et donc là, c'est presque terminé, hein, il suffit de fixer ce n. On a donc simplement A égale UN, en ayant fixé ce UN, on va peut-être lui donner un autre nom, on va l'appeler peut-être n majuscule. En fixant ce n majuscule comme étant égal à ça, on va prendre A égale UN.
et c'est terminé. On a trouvé en fait le A qui convient. Donc on vient de montrer ici que même pour X appartenant à Q, ça marche. On a aussi X appartient à l'adhérence de R privé de Q. Donc on a montré tous les cas ici, et donc notre démonstration est terminée. On a fini de corriger cet exercice. On vient donc de prouver finalement que R privé de Q, donc l'ensemble des irrationnels, est dense dans R, au même titre que l'ensemble des rationnels est dense dans R. On a donc ici un magnifique exemple d'ensemble qui est dense dans R, tel que son complémentaire est dense dans R aussi. Et ça c'est génial, et c'est relativement rare, quoi. Avoir cette propriété-là, c'est absolument... c'est absolument incroyable. Moi, je trouve ça fascinant de se dire que, voilà, sur la droite des réels, si je fais un schéma, je peux trouver, certes, une infinité dense de rationnels, mais tous les petits trous qui sont entre deux rationnels, en fait, c'est pas des petits trous, c'est aussi des trous qui sont denses eux-mêmes. Et ça, c'est génial. Une partie dense dont les trous entre les éléments sont denses aussi. C'est fascinant. Je sais pas si tu arrives à voir la beauté en fait de ce résultat, mais moi je trouve ça vraiment fascinant. Voilà ce que c'était que cet exercice. J'espère que cet exercice t'a plu, que la correction t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire en mettant un like, en t'abonnant également à cette chaîne YouTube. Je le rappelle, hein, mais je suis avant tout professeur particulier de mathématiques, donc si tu as besoin d'un accompagnement avec moi, un accompagnement régulier, des stages intensifs pendant les vacances, si tu as besoin de tout ça, des cours collectifs aussi que je propose désormais, tu as toutes les informations qu'il te faut sur mon site internet, tu y retrouveras notamment mes diplômes, mes qualifications, mon expérience, les témoignages de mes élèves, mes tarifs également. Voilà, tout est indiqué dans la description, en commentaire épinglé. Si tu as des questions sur ce qu'on vient de faire, parce qu'on est peut-être allé un peu vite, n'hésite pas aussi à poser des questions dans l'espace commentaire, j'essaierai évidemment d'y répondre. Merci d'avoir suivi cette correction, et on se retrouve dans le prochain exercice. À la prochaine, salut!